Nouvelle semaine, nouveaux défis. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Twi TV et en simultané sur Watt FM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs et je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour 11 juillet 2022 et comme il est de coutume, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Bonjour Président. Bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Jules Boumba, bonjour Président Kaboré, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pour la première convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité reçoit à la barre le coordonnateur du mouvement Sens, Maître Guy Hervé Cam, et avec lui, il sera question de la situation nationale, notamment la rencontre entre les anciens chefs d'État, ainsi que la suite de ce processus de réconciliation. Bonjour et bienvenue Maître Cam. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Messieurs les juges. Bonjour. Voici planter le décor et c'est parti pour les avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci Président. C'est vrai que l'actualité du week-end a été suffisamment fournie, mais je vais rester et sacrifier à la tradition pour souhaiter un très bon lundi à tout le monde, parce qu'après tout ce qui s'est passé cette semaine et surtout ce week-end, c'était vraiment palpitant. Ce que je peux demander, c'est que Dieu apaise les cœurs et désarme le verbe des uns et des autres, mais Dieu ne le fera pas aussi à la place des uns et des autres. Il va falloir que chacun prenne conscience qu'il a une part de responsabilité, se remette en cause, désarme son cœur, désarme son verbe pour qu'on puisse avancer. Parce qu'après l'insurrection populaire, on a parlé de désarmement verbal. J'ai l'impression que les Burkinabés n'avaient pas bien compris. Et jusqu'à présent, on continue dans cette tendance, alors que c'est une tendance qui est contre-productive. Que chacun met de l'eau dans son vin, se remette en cause, qu'on se dise la vérité pour pouvoir avancer. Mais on ne pourra pas avancer avec les invectives, les provocations et tout ce qui va avec. Que je dis bien que chacun, à son niveau, accepte une remise en cause minimum pour qu'on puisse avancer. Donc beaucoup de courage aux uns et aux autres, beaucoup de persévérance et vivement la paix des cœurs qui passe, je dis bien, par le désarmement verbal. D'accord. Alors, Juge Vara, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Oui, ce qui retient mon attention, c'est ce qui s'est passé à la frontière Burkina-Bénin. Des enfants de 10 à 15 ans, on parle de 7 morts et 2 blessés graves, c'est ce qui est donné comme bilan suite à une explosion. Maintenant, beaucoup se disent ça doit être des mines antipersonnelles, mais c'est vrai que les corps sont méconnaissables selon les témoignages. Mais quand on regarde aussi, certains disent qu'ils ont senti plutôt des tirs venus du haut. Bon, on sait aussi que sur la zone de savane, pour ce qui est du Bénin, je pense qu'il y a un état d'urgence qui a été décrété. Donc, il y a même eu le rappel aux populations d'éviter des mouvements et donc des nocturnes. Ça prête un peu à confusion. Est-ce à dire que pendant cette période-là et dans cette zone-là, on tire sur tout ce qui bouge et qui est suspect? Est-ce que les enfants en ont payé les frais ou bien c'est des mines antipersonnelles, donc le fait de terroristes? En tout cas, il y a une enquête qui a été ouverte, mais on attend de voir. Mais je pense que ça enseigne sur ce que nous abordions ici, la question de la solidarité, sur la menace sécuritaire qui est transversale à tous les pays et même ceux qui pensent jusqu'à présent avoir été épargnés devraient comprendre que tant qu'on n'a pas confiné la chose, on n'a pas fait cesser son avancée de façon commune avec une synergie d'action, ça viendra jusqu'au bord de la mer. Et ça, c'est une triste réalité. Le Togo aussi est touché. Dans la même, je pense la semaine passée, on a encore entendu parler d'attaques. Donc, il y a un genre d'expansion. Mais c'est parce que nous aussi, qui sommes dans le cœur des choses, qui sommes dans l'épicentre, on a manqué aussi, quoi qu'on dise, de vision et de stratégie dans nos offres domestiques en la matière. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi nous sommes. C'est un problème qui est commun. Il faut un minimum de synergie. Il ne faudrait pas penser que c'est seulement chez le voisin et que tant qu'on ferme nos frontières, c'est qu'on finit là-bas. Ce n'est pas possible. Ça va nous toucher tant qu'on ne se met pas ensemble. D'accord. On le disait en début d'émission, le coordonnateur du mouvement Sens, Maître Guy Hervé Cam, est notre convoqué à la barre. Première question de généralité, comment le mouvement Sens apprécie les 6 mois de gestion du pays par les nouvelles autorités de transition? Alors,
Sur ce point, je voudrais dire que le mouvement Sens est une composante, n'est-ce pas, de la société burkinabé. Et l'appréciation que le mouvement Sens peut avoir de la situation ne peut pas être différente de l'appréciation générale de la société burkinabé qui considère aujourd'hui que sur les principaux engagements, n'est-ce pas, du régime en place aujourd'hui, il n'y a que l'échec qu'on peut constater. Le régime a pris le pouvoir le 24 janvier avec la promesse et l'engagement ferme de restaurer le territoire et de permettre le retour des déplacés. On se rend compte qu'au bout de 6 mois, ils n'ont même pas pu stopper. Ça veut dire qu'on sent une régression. Donc on perd plus de territoire, à plus forte raison en prendre. On enregistre plus de déplacés, à plus forte raison en faire retourner chez eux. Et pendant ce temps, ce que l'on constate, c'est qu'au lieu de faire la guerre, on fait la politique plus que les politiciens. D'accord. Sur le plan de la réconciliation nationale, le président Damiba a fait appel aux anciens chefs d'État. Déjà dans la forme, est-ce que l'idée est salutaire? Écoutez, moi j'ai l'habitude de dire que les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont pour point de départ un profond respect pour le passé. On ne peut pas diriger un pays sans connaître ses habitudes. On ne peut pas diriger un pays, prendre des décisions sans connaître comment le monde fonctionne. Aujourd'hui, le Burkina Faso est en guerre. Et on nous dit déjà qu'il faut faire la réconciliation. Vous interrogerez, que ce soit sur le plan social, nos pratiques habituelles, vous interrogerez, que ce soit sur le plan de toutes les religions du monde, vous constaterez que lorsque il y a un problème de fond qui est là, comme la guerre, ce qu'il faut, c'est de régler ça avant de se réconcilier. Moi, quand je vois aujourd'hui, on dit qu'il faut faire la réconciliation, alors que les mêmes nous disent que ceux qui nous attaquent, ce n'est pas d'autres personnes, ce sont nos frères, c'est nous-mêmes. Cela veut dire quoi? Que si on fait une réconciliation aujourd'hui, à la fin de la guerre, peut-être qu'il va falloir faire encore une réconciliation. Donc, ma conviction est qu'aujourd'hui, on n'est pas au temps de la réconciliation. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la reconquête de notre souveraineté sur l'ensemble du territoire. Nous sommes au temps de faire tout pour que les déplacés retournent chez eux. Et après tout cela, effectivement, on peut faire le bilan. S'il y a lieu de faire de la réconciliation avec ceux qui se sont trompés, on le fera. Mais si on met la charrue avant les bœufs, bien entendu, le champ ne sera pas labouré. C'est aussi évident que ça. D'accord. Alors, en marge de cette rencontre, on a vu le premier retour de l'ancien président Blaise Compaoré. Pour l'insurgé de 2014 que vous êtes, comment vous avez accueilli un tel retour? Écoutez, moi ce que je mets en avant, ce que je veux qu'on mette en avant, ce n'est pas le fait d'être un insurgé ou pas. Ce que l'on doit mettre en avant, c'est ce que nous voulons pour notre pays. Blaise Compaoré, personne ne l'a chassé du Burkina. On l'a chassé du pouvoir, mais on ne l'a pas chassé du Burkina. Il est parti à l'étranger lui-même parce qu'il n'a pas voulu affronter en fait ses propres responsabilités. Si un jour Blaise décide de venir au Burkina, c'est son droit le plus absolu. Maintenant, le problème que ça pose, ce n'est pas un problème d'insurgé et non d'insurgé. C'est un problème de valeur. C'est un problème de respect de la parole donnée. C'est un problème de justice. Est-ce que nous permettons dans notre pays que quelqu'un qui a été jugé et condamné, que quelqu'un contre qui un mandat d'arrêt est décerné, puisse venir au Burkina Faso avec les honneurs de la République, je précise, la République qui doit exécuter le mandat et puisse partir. Voyez-vous, on peut banaliser. Mais pour moi, ce qui peut déterminer les soldats au front de mourir pour la patrie, c'est le sentiment que nous sommes tous égaux dans ce pays et que eux ont une partie de la mission à faire, c'est-à-dire défendre le pays au prix de leur vie. Mais quand vous dites à tout le monde que nous sommes différents, quand vous dites à tout le monde
que les uns peuvent mourir, les autres peuvent défier la justice, et que à partir de ce moment, vous ne pouvez pas obtenir l'unité nationale. Vous ne pouvez pas obtenir le sentiment d'engagement patriotique. C'est de cela qu'il s'agit. Et lorsque nous disons ça, nous ne parlons pas seulement du Burkina d'aujourd'hui. Nous parlons du Burkina que nous voulons construire. Est-ce que le Burkina que nous voulons construire peut se construire sur des bases de l'injustice, sur des bases de la différence, alors que la Constitution proclame que tout le monde est égal en droit? Est-ce que Blaise est égal en droit que ses camarades qui ont été condamnés et qui croupissent actuellement en prison? La réponse est non. Et ça n'édifie pas un socle suffisamment solide pour qu'on puisse bâtir un État. Or, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Monsieur les juges, le convoqué est à vous. Alors, pour cette question de réconciliation, on dit qu'aucun sacrifice n'est de trop. Chacun doit concéder une part de lui-même pour avancer, ce qui justifie la démarche du président d'Amiba, que les anciens présidents déjà se parlent, parce qu'effectivement, entre eux aussi, ils ont des choses à régler entre eux. De Blaise Compaoré à Roch-Marc Christian Kaboré, en passant par Yacouba Isaac Zida et JBO, même les anciens présidents ont des choses quand même à régler entre eux. Et que pour lui, c'était un départ. Est-ce que dans la forme, c'est pas la bienvenue? Mais non, parce que là, c'est très grave. Que les anciens présidents aient des choses à régler entre eux, quelle est l'incidence sur la question sécuritaire? Quelle est l'incidence sur le développement de notre pays? Mais parce que chacun a ses turiféraires qui tirent sur la corde. Pardon? Chacun a ses éléments qui tirent sur la corde. Mais c'est normal. Est-ce que vous voyez aujourd'hui les États-Unis parler en fait de réconciliation entre les partisans de Joe Biden et de Donald Trump? Est-ce que vous voyez aujourd'hui la France parler de réconciliation entre Emmanuel Macron et les insoumis? Non, c'est normal dans une démocratie que les gens ne parlent pas le même langage, que les gens se disputent, que les gens parlent. C'est ça, c'est vivifiant. Maintenant, que quelqu'un ait battu un autre aux élections ou qu'une insurrection ait emporté quelqu'un et que la personne soit fâchée, c'est humain. C'est humain. Nous avons nos frustrations, n'est-ce pas? Nous avons nos pulsions, nous avons nos passions. Est-ce qu'on doit gérer un pays à l'aune des pulsions et des passions individuelles des gens? Que Blaise soit fâché, que Roch ne soit pas content, que Zida soit fâché, c'est pas ça qui va changer le Burkina. Maintenant, si on nous dit aujourd'hui que si ces personnes se parlent, demain ça va plus tirer au Burkina, qu'on nous dit, mais comme nous ne sommes pas des idiots, qu'on nous dise et qu'on nous donne les éléments qui permettent de parvenir à cette conclusion. Et en ce moment, on va aviser. Sinon, si c'est pour le confort d'anciens chefs d'État, je suis désolé, le Burkina est au-dessus des questions individuelles et des pulsions et des passions individuelles. Alors vous dites que le Burkina, et moi je termine ma série de questions, vous dites que le Burkina est au-dessus des passions et des pulsions individuelles, mais il y en a pour qui la nation est même au-dessus de la justice. Par exemple, Maître Bassiré Titenga, après sa sortie, qui a soulevé également beaucoup de commentaires. Alors, pour lui, compte tenu du fait du probable péril de la nation, il faut taire les questions judiciaires parce que la nation est au-dessus de la justice. Vous êtes un homme de droit, vous êtes juriste et avocat, qu'en pensez-vous? Alors moi j'ai un très grand respect pour Maître Bassiré pour ce qu'il a été dans ce pays et notamment dans la profession que j'exerce. Mais j'ai dit, Maître Bassiré, comme tous les humains, comme on le dit chez les Moussi, il est 9, il n'est pas 10. Alors ce que je voudrais dire sur cette question est qu'il faut que nous nous comprenions. Une nation, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Une nation, c'est une communauté humaine qui a la conscience d'être liée par quelque chose. Et c'est quelque chose, ça peut être le territoire, ça peut être l'histoire, ça peut être la culture, ça peut être la langue, ainsi de suite. Bien sûr, nous avons au Burkina Faso une communauté territoriale. Nous, Burkinabés, 20 500 000 sur 274 000 km². Ça ne suffit pas pour faire de nous une nation. Qu'est-ce qui fait de nous une nation? C'est cette communauté que l'on peut avoir. Or, nous savons bien que le Burkina Faso, c'est des peuplements divers. Maintenant, pour aller dans le chantier de la nation, on identifie, n'est-ce pas, des idéaux, des valeurs qu'on peut avoir en partage ensemble. Lorsque nous sommes allés à l'indépendance, ces valeurs étaient résumées dans notre devise. Unité, travail, justice.
Lorsque la révolution est venue, elle a mis plutôt en avant la valeur de patriotisme en changeant la devise. Lorsque les choses se sont gâtées après la révolution, c'est Blaise Compaoré et le CDP qui ont changé pour mettre d'autres valeurs qui doivent servir donc à la constitution de la nation burkinabé. Ces valeurs qui sont dans notre devise, c'est unité, progrès, justice. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, pour construire la nation burkinabé, ce qui doit nous unir, nous devons avoir la conscience d'une identité de valeurs, d'une identité d'idéal, et qui sont donc unité, progrès, justice. Vous voyez bien que de ce point de vue-là, la justice, comme les autres, sont même des éléments qui doivent conduire à la construction de la nation. Alors dire que la nation est au-dessus de tout, y compris de la justice, bien entendu, c'est une erreur. Tous les êtres humains peuvent faire des erreurs. Maître Passéré ici en a fait. Parce que si nous détruisons ces valeurs-là, unité, progrès, justice, mais nous ne pouvons pas avoir de nation. Qu'est-ce qui fait que le Burkinabé de Madjoari se sent en communauté avec celui de Banfora? Qu'est-ce qui fait que le Burkinabé de Banfora se sent en communauté, en identité avec celui de Dori? Ce sont des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui doivent servir à construire la nation. Beaucoup de pays le font. Égalité, liberté, comment ça se dit en France là? Comme ça, voilà, ce sont leurs valeurs. Donc chacun a ses valeurs et nous avons les nôtres. Et c'est vraiment une erreur que de dire ça. Et je pense que très souvent, malheureusement, quand on parle, on met en fait ce que l'on sait au service de ce que l'on veut défendre. Alors qu'ici, il s'agit de mettre en fait des valeurs au service de l'intérêt général, mais pas de ce que l'on veut défendre. Oui, juge Ba. Oui, dans ce qui a été présenté comme les objectifs par l'initiateur, le président Damiba, c'est la contribution de ces derniers-là au retour à la paix et au renforcement de la cohésion. Vous dites, ce n'est pas forcément, vous ne voyez pas en quoi est-ce que cela pourrait ramener ce lien-là entre les Burkinabés, mais il y a les symboles aussi. Est-ce que cela n'est pas un symbole fort que de voir Damiba, qui pour certains aurait trahi Blaise Compaoré, parce qu'il en était proche d'une certaine façon, de voir le président, après la transition qui succède donc à Zida, à savoir Michel Kafondo, qui pour certains n'a pas eu de retour, parce que ceux pour qui, entre griffes, certains disent il a fait le rôle de la transmission, n'ont pas regardé derrière. Et puis il y a Roch Kaboré qui a vu son pouvoir écourté par Damiba, qui lui-même initie la rencontre. Pour certains, c'est quand même un symbole qui pourrait parler. Oui, mais dans quel sens? En fait, à chaque moment de l'histoire d'un pays, il y a des objectifs. Aujourd'hui, dans le moment particulier de l'histoire du Burkina Faso, nous sommes attaqués par des terroristes et nous devons gagner cette lutte coûte que coûte. Maintenant, que l'on donne le symbole d'un président qui a chassé l'autre et donc qui se salue, en réalité, qu'est-ce que l'on veut obtenir comme résultat? Est-ce que les terroristes qui ont attaqué Barsalogo hier, en voyant Roch saluer Blaise Compaoré, n'aurait pas attaqué? C'est le début d'une dynamique. Non, on a un forum sur la réconciliation qui va commencer bientôt. C'est le début d'une dynamique et un symbole à son sens. C'est exactement la même chose. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que les terroristes qui sont en train d'attaquer le Burkina savent que peut-être il y en a qui ne savent même pas que Roch n'est plus au pouvoir? C'est ça la réalité. Moi je pense que dans ce contexte-là, où on a des militaires qui abandonnent leurs armes, qui fuient, où on a des militaires qui pensent que si on t'a envoyé à Seba, c'est que tu n'as pas les bras longs. Parce que les enfants de bras longs, on ne les envoie pas dans les zones difficiles. Qu'on a des militaires qui pensent que certains de leurs chefs fuient la guerre et viennent occuper des bureaux et que donc ce n'est pas à eux de mourir et qu'au moins coup de feu, ils doivent partir. Dans ce contexte-là, le symbole le plus important n'est pas que deux chefs d'État se saluent. Le symbole le plus important aurait été que le chef de l'État lui-même, en se montrant donc comme enfant de tous, et armes à la main, aille sur le front. Que les officiers, les militaires de toutes les couches sociales puissent aller au front. Que chacun se sente
comme l'élément, donner l'exemple sur ce point-là. Oui, ça, ce sont des symboles qui peuvent faire en sorte que nos frères qui sont armes à la main dans les fronts acceptent, se battent, acceptent, se sacrifient. Que des symboles, vous en voulez encore? Eh bien, on peut trouver des symboles. On ne se donne pas des salaires exorbitants dans un pays où les gens ont faim. Oui, ça, c'est des symboles. Mais faire saluer des chefs d'État dans un contexte de guerre, ça peut être un symbole, mais un symbole qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe, avec le problème que nous avons aujourd'hui. Je suis d'accord. Quand on hiérarchise les problèmes qui sont ceux du Burkina, et donc par ordre d'importance, avoir le sentiment qu'il y a des problèmes sur lesquels on devrait voir des actions beaucoup plus intéressantes, mais cela n'enlève en rien le fait que prioriser même ou les priorités données, cela n'enlève en rien que sur les autres chantiers, il y ait des actions qui soient menées. C'est pour ça je me demande pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on ramène la question de la réconciliation, on se dit non, la sécurité elle est prioritaire, donc ne nous emmenez pas sur cet autre terrain-là. Vous avez l'impression que c'est plutôt un justificatif? C'est un faire-valoir? Je ne suis même pas dans cette logique de dire que la sécurité est prioritaire, ne nous amenez pas sur le terrain de la réconciliation. Je suis sur le terrain de dire que si on pose un acte, il faut avoir derrière un résultat. Si on pose un acte, ça doit servir à résoudre un problème, surtout quand on dirige un pays. Maintenant, que l'on pose la question de la réconciliation, j'ai dit quel est le problème qu'on veut régler avec la réconciliation, parce que personne ne nous a jamais dit ça. Même le président Kaboré, quand il était aux affaires, il a parlé de réconciliation, il a créé un ministère de la réconciliation, mais il ne nous a pas dit en réalité à quel problème particulier la question de la réconciliation devait répondre. Moi, c'est ça aujourd'hui mon problème. Si on me dit aujourd'hui que si les 6 présidents s'asseyent autour d'une table et que dans 2 mois, il n'y aurait plus de terrorisme au Burkina, mais je vous assure que je ferai tout pour qu'ils s'asseyent autour d'une table. Mais quand, en réalité, on fait ça juste pour le confort des gens, vous savez le coût de l'organisation de ce voyage? Le président, il descend à la base aérienne, un hélicoptère vient l'enlever pour l'amener à la présidence, pendant que des soldats crient au front, envoyez-nous de l'appui aérien. Soyons sérieux. Donc, honnêtement, je pense et je dis que quand vous dirigez dans un monde aujourd'hui, il faut expliquer tout ce que vous voulez faire. Qu'on nous explique de façon très claire. Voilà le problème qu'on a. Sa cause, c'est parce que les gens ne se parlent pas. Eh bien, on va organiser que les gens se parlent et que ça finit. On va y aller. Mais comme je l'ai dit, ma conviction est faite depuis longtemps que nous n'avons pas un problème de réconciliation nationale. On a un problème de réconciliation entre amis d'hier et ennemis d'aujourd'hui, comme le dirait le docteur Assablga. On a un problème de réconciliation entre des hommes politiques. Mais pourquoi on parle de national? Franchement, pourquoi on parle de national, réconciliation nationale? Il y a quel problème national au Burkina qui appelle la réconciliation? Je suis désolé. C'est vrai qu'il y a 2 choses. Il y a la question de la dynamique qui est enclenchée et il y a la méthode. J'ai l'impression que les 2 posent problème. Absolument. Les 2 posent problème chez vous. Oui. Vous étiez de ceux qui ont fait la mobilisation, ou bien qui ont participé à la mobilisation devant chez l'ancien président Roch Kaboré. Lui, dans un point de presse quelques heures après, a dit clairement qu'il voulait bien y participer, mais seulement que vous l'en avez empêché. Quel commentaire vous faites de cela? Alors, personnellement, avant ce jour-là de vendredi, j'avais déjà interpellé 3 chefs d'État. Zida, enfin 3 anciens Zida, Kafando et Roch-Marc Christian Kaboré. Pourquoi je les avais interpellés? Parce que ces chefs d'État-là ont une histoire intimement liée à l'insurrection populaire et à la résistance au coup d'État de 2015. Et vous êtes là, vous étiez sur le terrain, vous l'avez vu, que ces 3 chefs d'État, aucun ne peut dire qu'aujourd'hui ils seraient en vie si la population n'était pas sortie après le 16 septembre 2015 pour s'opposer au RSP. Peut-être qu'ils seraient morts. Ça, ils ne peuvent pas le garantir. Et je leur dis qu'à partir de ce moment,
il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont blessés. On ne peut pas enjamber tout ça et aller s'asseoir avec quelqu'un qui a été condamné sans que le passif ne soit vidé. Blaise Compaoré, vous écoutez son avocat, vous écoutez sa famille politique. Blaise Compaoré et sa famille, quand je dis famille, je parle de la famille politique, de son avocat et autres, ont toujours défié l'État burkinabé, ont toujours défié la justice burkinabé. Quel exemple donc ces chefs d'État auraient montré? Bien avant le jour, nous avons appris avec bonheur que Yacouba Isaac Zida avait décliné l'invitation. Pour des raisons administratives. Pardon? Pour des raisons administratives. Ça, c'est l'alibi en réalité du gouvernement. Sinon, chacun a ses informations. Mais c'est quoi la vérité? Nous, l'information que l'on a de façon claire, c'est que Yacouba Isaac Zida a décliné l'invitation parce qu'il a mis en avant la question de la justice. Et idem pour le président Kafando. Mais vous savez, dans ce monde-là, moi je n'ai pas vu les lettres que ces derniers auraient écrites, mais on peut comprendre. Mais je vous dis que nous avons appris pourquoi nous n'avons pas fait de manifestation pour empêcher le président Kafando d'y aller, parce qu'on savait qu'il n'y allait pas. Mais il y avait certains à son domicile. Il y en avait... Pour le féliciter d'avoir pris la décision de ne pas y aller. Alors pour ce qui concerne le président Kaboré, puisque nous avons constaté que le régime d'Amiba voulait faire un passage en force et que nous avons constaté que le président Kaboré ne trouvait pas d'inconvénient à y aller, eh bien, nous avons estimé que c'était notre droit aussi, n'est-ce pas, de manifester pour qu'il ne parte pas. C'est aussi simple que ça. Je vous rappelle qu'à l'aéroport, bien sûr, Blaise Compaoré a atterri à la base aérienne. Mais à l'aéroport, il y avait des partisans de Blaise Compaoré qui chantaient, qui dansaient. Je ne comprends pas pourquoi ça ne pose pas un problème. Mais justement, manifester, ça c'est votre droit. Vous connaissez la question de l'expression des libertés. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. Le président dit, je voulais y aller, des gens m'en ont empêché. Et j'ai dit, vous en faites partie. Blaise Compaoré voulait continuer à gérer ce pays, nous l'en avons empêché. Je finis ma question. Il y a que Roch Kaboré dit, c'est l'ancien président, il dit, je voulais y aller, il y a des personnes qui m'en ont empêché, donc dont vous. Vous êtes celui qui veut que même si on n'est pas d'accord, qu'on laisse la personne exprimer ses choix et ses convictions. S'il veut y aller, vous l'en avez empêché, mais pourquoi ? Ou bien que c'était orchestré, il ne voulait pas partir et puis vous avez fait un petit... Non, moi quand j'appelais par exemple 2 jours avant, j'avais aucune information qui voulait aller ou pas, mais effectivement on a entendu qu'il voulait aller. Ce que je voulais dire, Blaise Compaoré en 2014, il voulait bien continuer à gouverner, on l'en a empêché. Roch en 2022, il voulait bien continuer à gouverner, on lui a fait un coup d'État. Pourquoi donc des gens qui vont manifester pour qu'ils ne partent pas à Kosiam, ça fait un problème. S'il y a un problème, il faut hiérarchiser là aussi les problèmes. Et ceux qui font un coup d'État, c'est pire, parce qu'ils ont empêché quelqu'un qui voulait gouverner et le peuple qui avait élu un président de continuer à gouverner. Donc il n'y a aucun problème à ça. Pour ceux qui nous prennent en marche à la radio, je rappelle que le coordonnateur de Mouvement Sens, M. Guy Hervé Kam, est notre convoqué à la barre du tribunal. Vous faites partie de ces acteurs qui évoquent la question d'un parjure de la part du chef de l'État en acceptant ce premier retour de Blaise Compaoré. De quoi s'agit-il exactement ? Alors le parjure, c'est lorsqu'on prête un serment et que parce qu'il a juré. Damiba a choisi volontairement pour se donner les érupaux d'un chef légitime, d'aller jurer sur la constitution burkinabé. Il a juré, n'est-ce pas, de respecter et de faire respecter la constitution et les lois et la justice. Ce qu'il a fait est une violation de la constitution, des lois et de la justice, donc c'est un parjure. Mais au-delà du parjure, c'est constitutif d'un crime. C'est le crime de haute trahison. Parce que lorsque un chef d'État viole sincèrement, c'est aussi de la haute trahison. C'est prévu par notre code pénal. C'est prévu par notre constitution. Et ça, lorsqu'on le dit, on n'en veut pas à Damiba. On dit tout simplement ce que c'est que l'état de notre état de droit. Ce que c'est que l'état de notre droit positif. Selon le droit, quelles sont les conséquences qui peuvent en découler ?
la haute trahison est punie par le code pénal de la peine de prison à perpétuité. Le parjure, normalement, est une cause de destitution du chef de l'État. Normalement, l'Assemblée législative de la transition devrait s'en saisir parce que le chef de l'État a violé son serment. D'accord, oui. Oui, Blaise Compaoré arrive à la base aérienne, il est héliporté et puis après il part à la rencontre. Bon, pour certains, c'est la justice burkinabé aussi qui n'a pas fait preuve de témérité. Écoutez, vous savez mon amour pour la justice, vous savez comment je peux être dur envers la justice et les juges lorsque ils manquent à leur rôle social. Mais je dis que ici, le problème n'est pas fondamentalement lié à la justice. Parce que les juges ont fait leur travail. Ils ont décerné un mandat d'arrêt, ils ont rendu une décision qui maintient le mandat d'arrêt. Un État, c'est un trépied. Il y a la justice, il y a la force publique, n'est-ce pas? Et la force publique appartient au pouvoir exécutif. Donc le Premier ministre, en l'occurrence, ensuite le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité et le ministre de la Justice. Quand on veut regarder, ce sont ces gens-là qui ont failli. Ce sont ces personnes-là qui n'ont pas exécuté leur mission. Parce que ce n'est pas le juge, ce n'est pas le procureur qui doit se lever, aller arrêter Blaise Compaoré. C'est la police judiciaire. Lorsqu'on appelle mandat d'arrêt, en réalité c'est un ordre donné, n'est-ce pas, au surveillant chef de maison d'arrêt d'arrêter quelqu'un et à tout dépositaire de la force publique d'arrêter la personne et de l'amener dans une prison. Donc, les dépositaires de la force publique, c'est bien la police, la gendarmerie, l'armée, c'est eux. Et donc, si ces personnes-là n'ont pas fait leur travail, on ne peut pas continuer à accuser les juges. Le deuxième élément qu'on peut dire, c'est pas pour rien que le président Compaoré est allé atterrir à la base aérienne. C'est une enceinte militaire. Et aucun policier ni aucun gendarme ne peut rentrer là-bas. Ce n'est pas pour rien qu'il n'a pas osé traverser Ouagadougou pour aller à Kossiam, qu'il est parti dans un hélicoptère militaire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'autorité exécutive a pris toutes les dispositions pour s'assurer de la violation du mandat d'arrêt. C'est ce qui est très grave. Il y a aussi, peut-être en termes de forme, là moi je parle au police du droit, on a l'impression aussi qu'il est venu presque aussi en citoyen ivoirien. De par la façon dont il est affrété, la sécurité qu'il y a autour, ça pose pas problème? Mais nul n'est étranger ce soir. Blaise Compaoré est binational, mais le problème de sa nationalité ne se pose pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Le problème de sa nationalité ne se pose pas au Burkina. Au Burkina Faso, il est burkinabé. Le problème de sa nationalité peut se poser dans un autre pays où, face à deux nationalités, on s'est dit laquelle il faut prévaloir, n'est-ce pas? Donc, c'est un autre pays qui accueillerait Blaise Compaoré peut se dire, est-ce que je le traite en burkinabé ou je le traite en ivoirien? Il y a des règles pour cela, sur lesquelles on ne va certainement pas venir ici, mais j'ai dit, lorsqu'il est au Burkina Faso, il est burkinabé, point barre. Vous dites tout à l'heure que c'est à ceux qui devaient exécuter la décision qu'il faudrait en vouloir, presque. Mais moi, je rappelle un cas, c'est celui c'était 2015 juin, avec Béchir, qui était au sommet de l'Union africaine, sur lequel il y avait un mandat. On sait que l'Afrique du Sud est signataire de ces conventions-là, donc devrait exécuter le mandat. Il arrive tout de même, évidemment protégé par le président sud-africain d'alors. Il y a une ONG qui enclenche une dynamique devant la justice, et la justice qui s'assume pour lui dire de rester encore un jour. Je pense qu'il avait été bloqué comme ça un jour, et savait, même si ça n'a pas eu l'effet escompté, il y a eu quand même une justice qui s'est marquée de par son indépendance et puis de par sa forme de s'affirmer. Est-ce qu'ici, il n'y avait pas aussi quelque chose à faire? Il n'y avait pas quelque chose d'autre à faire? Non, c'est différent, parce que le mandat d'arrêt est délivré par la Cour pénale internationale et doit être reçu dans l'ordre juridique de l'Afrique du Sud. Et c'est en cela que la justice de l'Afrique du Sud a intervenu. Alors que dans notre cas, c'est un mandat d'arrêt des juges burkinabés, donc il n'y a pas de formalité à faire.
La formalité a déjà été faite de mettre ce mandat dans le circuit, de donner l'ordre à tous les dépositaires de la force publique d'arrêter. Donc il n'y avait rien à faire. Dans le cas, je rappelle que dans le cas sud-africain, il y avait ce mandat, c'est vrai. C'est face à la réticence à l'exécuter qu'une ONG a saisi la justice. Oui, mais ce que je sais, c'est que dans le cas de l'Afrique du Sud, quand le président Bachir est arrivé en Afrique du Sud, il était question de savoir si le mandat peut être exécuté ou pas. Et comme je l'ai dit, le mandat doit être mis dans le circuit. Lorsque l'ONG se bat et que le mandat est dans le circuit, pour savoir s'il doit être exécuté ou pas, pendant ce temps-là, Bachir ne peut pas partir. Donc on l'arrête. Mais au Burkina, cette question ne se posait pas. Donc il n'y avait pas d'autre action à faire ici, c'était pas possible. Non, il n'y avait pas. Vous savez le nombre de mandats d'arrêt qui est dans le circuit. Lorsque les policiers rencontrent les gens, ils les attrapent, ils les amènent. Les juges ne font pas d'autres formalités. Et souvenez-vous, lorsque on nous a ramené Rambo, Touareg, Gelwaré, dans le cadre du procès du 15 septembre, du 16 septembre, il n'y avait pas eu d'autres formalités. Donc là, quand une décision de justice n'est pas appliquée, il n'y a pas de recours. Quand une décision de justice n'est pas appliquée par la faute de l'exécutif, il y a un recours d'ordre politique. C'est en cela, ça c'est la responsabilité des hommes politiques. Maintenant, si la population considère que la justice n'a pas été respectée par l'ordre politique et on ne fait rien, ça c'est un autre problème. Mais on ne va pas demander aux juges non plus, en fait, de rendre une décision et de se faire justicier pour appliquer leur décision. L'État est bien organisé et ici, c'est de la responsabilité exclusive du pouvoir exécutif. Et moi, franchement, aujourd'hui, je me dis, et je vais vous le dire, je pense quand même que certaines personnes pour qui on peut avoir le plus grand respect dans ce pays, par rapport à leur passé, par rapport à leur vécu, ne devraient pas associer leur image à ce qui se passe. Parce que ce qui se passe dépasse l'entendement, surtout pour des juristes. Et moi, je m'étonne de voir qu'on fait ça et que, par exemple, dans le gouvernement, ça ne dérange personne. Vous parlez de qui? Je parle de mon aîné, le bâtonnier Kéré. Sincèrement, moi je pense que dans ces conditions-là, en tout cas si j'étais ministre de la Justice, j'allais démissionner. Je pense que si j'étais ministre de la Défense, j'allais démissionner. Je pense que si j'étais ministre de la Sécurité, j'allais démissionner. Je pense que si j'étais mon cher ami Bassolman Bazier, j'allais démissionner. Parce que il faut quand même, et je pense, donner des signaux forts. Des gens qui ont fait rêver ce pays ne doivent en aucun cas, pour aucune raison, s'associer à quelque chose qui peut mettre en mal un des fondements même de l'état de droit. Il n'y a pas d'état de droit sans justice. Il n'y a pas de société sans justice. Montez dans l'histoire, dans 3000 ans derrière nous. Allez fouiller dans l'Égypte antique. Vous allez voir qu'il y a la justice. La justice est inhérente à toute société. Et quand on a défendu ces valeurs, je pense que pour rien au monde, on ne doit être un artisan de la destruction de ce qu'on a contribué à construire. Oui, juge Bouma. Alors, quand les Burkinabés ont vu les images et ont vu le président Blaise Compaoré, certains sont entrés dans la compassion. Et donc se dit c'est un ancien chef de l'État, et vu également l'état dans lequel il est arrivé et il se portait, il y a un brin d'humanitaire qui devait être rejoint à cette affaire, et que la meilleure formule d'ailleurs c'était utiliser l'argument, comment on appelle ça, l'argument humanitaire pour faire venir le président Blaise Compaoré. Parce que même au sein du CDP, la question de sa santé a toujours été évoquée pour justifier l'une ou l'autre raison. Ce que certains ne nient pas sur notre plateau, mais disent par moment qu'il y a une bonne évolution de son état de santé par rapport à ceci, par rapport à cela. Alors, est-ce que nous ne sommes pas dans le début d'ailleurs d'une telle situation? Écoutez, en toute chose, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. On a vu Blaise Compaoré, tout le monde dit c'est un homme diminué, mais sa famille politique qui le fréquente toujours, le présente toujours comme un guerrier, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont proches de lui le présentent toujours comme un guerrier. Comment voulez-vous que nous, qui ne sommes pas dans le secret des dieux,
qu'on dise que non, on l'a vu, non, donc il ne peut plus, ainsi de suite. Non, attendez, je viens. Okay. Je dis, le droit est bien fait. Le droit est bien fait. Il y a certaines maladies, il y a certaines situations qui sont incompatibles, pas seulement même avec l'exécution d'une décision, mais même avec la comparution devant le juge. Blaise Compaoré a des avocats, des éminents avocats. Si la santé de Blaise Compaoré ne lui permet pas d'affronter la justice, c'est à eux de venir avec un certificat médical pour demander qu'il ne comparaisse, qu'il ne puisse pas comparaître. Et si tel est le cas, je peux vous assurer que nous aurions été, nous, avocats de la défense, les premiers à nous battre pour que quelqu'un dont l'état de santé ne permet pas d'affronter la justice ne puisse pas être contraint de rester devant la justice. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, dans cette affaire, il n'y a pas d'acharnement contre la personne de Blaise Compaoré. C'est des questions de principe. Si, malgré le fait qu'il est condamné, ses avocats et sa famille produisent un certificat médical qui dit que sa situation est incompatible avec l'incarcération, nous serons encore les premiers à demander qu'on le laisse tranquille. Mais quand ceux qui sont avec lui nous disent que ce que vous voyez là, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas pour rien qu'on a inventé le certificat médical. Parce qu'on ne peut pas diagnostiquer quelqu'un en le regardant. Beaucoup de raisons peuvent faire en sorte que physiquement, on ne réponde pas. Moi, je dis aujourd'hui, si Blaise Compaoré est malade, comme vous tentez de le faire comprendre, ça sera totalement inhumain de la part de sa famille, de la part de sa famille politique, de la part de ses avocats, de continuer à le faire souffrir comme ils le font, alors qu'il y a une voie juridique simple de régler tout ça. Ça ne peut être que leur responsabilité et pas la nôtre. Et quand vous l'avez vu, est-ce que réellement il ressemble à un guerrier? Comme vous dites que ses camarades politiques disent qu'il est un guerrier. Et quand vous l'avez vu, il ressemble vraiment à un guerrier? Ben moi, je ne sais pas. Vous savez, ce qui compte, c'est ce que l'homme a comme force intérieure. Ce n'est pas les apparences que vous voyez. D'accord. Alors aujourd'hui, il est question d'un calendrier électoral qui a été proposé par les premiers responsables de la transition. Et ce calendrier prévoit des élections présidentielles pour février 2025. Vous, au niveau du mouvement Sens, est-ce que vous criez également des mesures d'exclusion? En fait, quand nous disons, nous ne crions pas à des mesures d'exclusion. Nous ne crions pas à des mesures d'exclusion. Nous disons tout simplement que nous sommes face à une transition qui n'est pas inclusive. Et ça, quand on le dit, on ne se morfond pas. On fait tout simplement un constat. Vous savez bien comment les assises se sont déroulées. Vous êtes des journalistes, vous êtes anciens sur le terrain, vous connaissez les forces vives de ce pays. Quelle force vive structurée a fait partie de ces assises? On a créé des OSC de toutes pièces en 2022. Sur la centaine d'OSC, il y en a même une cinquantaine qui n'ont pas de récépissé. Donc on a créé des OSC toutes pièces qui ne représentent absolument ni rien ni personne. Quand on prend, on met dans l'ALT. Sur 71 personnes, on dit qu'un individu, fut-il président, venu par les armes, donc élu par personne, désigne 36 personnes. Vous voulez qu'on dise quoi? Et c'est sur cette base qu'on fait un gouvernement. Et c'est sur cette base que des bonhommes, aussi gentils soient-ils, s'asseyent dans une chambre, s'enferment et sortent un calendrier électoral. Je suis désolé. Non seulement ça ne respecte pas les textes de la CEDEAO qui veulent que ces questions-là soient d'ordre consensuel, mais dans les faits, on a l'impression qu'il y a des gens qui se considèrent comme loin d'une onction divine et qu'ils peuvent tout faire pour le Burkina. Non, c'est pas comme ça. L'heure des grands timoniers, des guides éclairés est terminée. Donc, il faut, sur des questions qui concernent l'intérêt national, que tous les Burkinabés parlent. Moi, je voulais quand même profiter, attirer l'attention. En 2014, lorsqu'il y a eu l'insurrection, ce n'était pas un coup d'État, c'était une insurrection. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont vivants. Demandez à mon confrère Maître Bouba Yagibou, demandez au vieux Dabo, je ne sais pas, c'est de l'UNDD. Nous étions à Ouaga 2000, le 3 novembre 2014, nous nous sommes battus contre les insurgés pour que le CDP participe à la réunion, parce que nous avons dit qu'on ne peut pas construire un pays en mettant d'autres personnes, même si on les a chassés du pouvoir, à l'écart. Le CDP a participé à toutes les réunions. Le CDP, parti déchu, était représenté dans toutes les institutions.
l'opposition, ils avaient des gens à l'Assemblée. En quoi ils n'ont pas participé? Donc, je pense qu'il ne faut pas que les gens oublient. Il ne faut pas que les gens oublient. C'est dans l'intérêt du pays que nous disons ça, ce n'est pas des complaintes. Mais vous n'avez pas salué cela, mais on n'a pas empêché que la fameuse loi sorte, la loi d'avril 2015, dite loi de shérif, qui a même été envoyée devant la Cour de justice de la CEDEAO. La décision, on la connaît, la suite également, on la connaît. La décision, on la connaît, elle disait quoi? Ça n'a pas empêché que la décision demandait à l'État burkinabé de faire en sorte que les élections soient les plus inclusives possibles. Absolument. Mais ça n'a pas empêché qu'effectivement certaines personnalités soient mises hors touche par rapport aux élections de 2015. Vous savez, c'est ça qui montre que dans notre pays, le plus grand danger pour notre pays, c'est très souvent les hommes politiques. Qu'a dit la CEDEAO? Qu'on ne peut pas exclure par des mesures d'ordre général des gens des élections. Est-ce que des gens ont été exclus par des mesures d'ordre général? La réponse est non. Mais en ce moment, après les élections, les candidats dont les candidatures ont été rejetées pour ce moyen-là, s'ils étaient convaincus que la décision de la CEDEAO leur donnait raison, s'ils étaient convaincus que la décision de la CEDEAO devait être interprétée comme eux le pensaient, croyez-vous qu'ils en seraient restés là? Ben, ils seraient allés à la CEDEAO pour dire qu'on m'a écarté des élections alors qu'il y a une décision, alors qu'il y a la loi qui dit ça. Et qu'allait faire la CEDEAO allait condamner le Burkina Faso. Ça existe dans la jurisprudence de la CEDEAO. Il y a eu un cas au Togo, oui. Voilà, des candidats qui ont été exclus et qui sont allés à la CEDEAO. Mais personne n'est allé à la CEDEAO parce qu'ils savent pertinemment. Maintenant, on laisse ça et on fait de la manipulation politique, on fait de la manipulation de l'opinion politique pour des intérêts bassement égoïstes. C'est ça tout le problème. Vous savez, en politique, il y a quelque chose qui est le plus important. Ce n'est pas les textes, c'est la vertu. Et lorsque les gens manquent de vertu, ils procèdent par manipulation. Et ça, effectivement, ça désagrège le tissu social. Oui, juge Va. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qu'évoquait le président Kaboly tout à l'heure. Il y a les 2 ans que vous demandiez. Maintenant, on vous propose un chronogramme qui devait être présenté à un facilitateur. Après, ça passe sur la table des chefs d'État. Et puis, il y a la question des 2 ans qui sont accordés. Mais le bémol, c'est qu'on ne commence pas avec le début, c'est-à-dire le 24 janvier, mais on commence jusqu'à juin. Jusqu'à juin. Et puis, quand on regarde, pour des élections en juin 2024, saison de pluie, ça veut dire qu'on a au moins, quand on regarde, la facilité d'un prétexte pour avoir 6 mois. On est déjà à ces 3 ans. On est encore retombe dans ces 3 années. Non, je pense que c'est pas une très bonne interprétation parce que lorsque on dit qu'à 24 mois à compter du 1er juillet, effectivement, ça finit, disons, le 1er juillet 2024. Mais ça ne veut pas dire que les élections doivent se faire le 1er juillet. Ça veut dire qu'au plus tard, le 1er juillet, le président nouvellement élu doit avoir été installé. Et pour que le président nouvellement élu puisse être installé avant le 1er juillet, bien entendu, il faut que les élections se fassent avant. Pour qu'il y ait le temps du contentieux. Il y a d'abord le temps de la proclamation, le temps du contentieux et le temps de la préparation de l'investiture. Donc, si on est de bonne foi et si on veut faire les choses, parce que là, le président avait parlé de chronogramme, il n'y a pas de chronogramme. Normalement, c'est dans le cadre de l'élaboration d'un chronogramme consensuel qu'il faut tenir compte de tout ça si on est de bonne foi, si on est mu par l'intérêt de ce pays-là, faire en sorte que les élections se tiennent à bonne date, donc peut-être mars-avril, et qu'on puisse prévoir tout le temps de la proclamation du dépouillement, de la proclamation du contentieux, de la proclamation des résultats définitifs et de la prestation des serments, et que finalement l'investiture puisse se faire et que la transition finisse le 1er septembre. Maintenant, quand on fait, comme vous le dites, et qu'on prévoit les élections en juillet, bien entendu, les élections ne pourront pas être organisées en juillet et on sera tenté de prolonger. Mais tout ça, ça fait partie du degré de patriotisme qu'on a pour ce pays. Si l'objectif, c'est de se garder indéfiniment au pouvoir, eh bien, on va créer les situations de crise politique qui va s'ajouter à la crise sécuritaire dans notre pays. Parce que personne ne permettra à des gens qui ont fait un coup d'État de venir s'éterniser au pouvoir. Vous avez fait un coup d'État, vous avez dit que vous allez
et organiser des élections, vous allez ramener la sécurité, vous avez 2 ans pour le faire. Si au bout de 2-3 ans, ils ne peuvent pas le faire, il restait 3-4 ans à Roch-Marc Christian Kaboré, donc ça veut dire qu'ils n'auraient pas dû faire le coup d'État. Mais justement, en réaction aux décisions de la CEDEAO, il y avait un point, je ne sais pas si c'était le point 5, il était question le thème c'était consensus dynamique. Oui, compromis dynamique. On a l'impression que le mot dynamique là continue de rester. Est-ce que vous ne craignez pas? Vous savez, ça, le jour où vous aurez un des acteurs de la transition, moi j'aimerais bien ce qu'ils nous expliquent. Quand ils ont fait leur salaire, ils ont dit qu'il fallait un texte dynamique. Bon, maintenant, ils ont sorti un chronogramme. Quand les gens ont critiqué, ils disent qu'il faut un compromis dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est figé, tout peut bouger. Mais quand on gouverne, ce n'est pas comme ça. On doit dire le fond de la pensée. On ne vient pas dire, ok, je vous demande 10 ans, mais ça peut changer. Non, on dit, je demande 2 ans, parce qu'en réalité, ce n'est pas la CEDEAO qui a imposé les 2 ans. C'est le Burkina qui a proposé les 2 ans et la CEDEAO a accepté. Donc, il n'y a absolument aucune raison que l'on doute qu'ils ne peuvent pas le faire. Parce que s'ils n'arrivent pas à le faire, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est leur incapacité à le faire parce que personne ne leur a dit, c'est eux qui ont dit qu'ils peuvent le faire. Si comme ils échouent en sécurité, s'ils échouent encore là-bas, là il y a un problème. Alors nous sommes un peu pris par le temps. Dernière question, il est aujourd'hui question d'une montée en puissance de nos FDS. Quel est l'avis du mouvement Sens? Écoutez, je pense que la montée en puissance des FDS ne saurait être en réalité un discours. La montée en puissance des FDS, les populations vont le sentir. Quand des camps vont résister, quand des bases terroristes vont être, comme on appelle, détruites, quand on va stopper l'avancée des terroristes, quand on va commencer à ramener les déplacés chez eux, alors là, on sera situé que les FDS montent en puissance. Comme l'a dit quelqu'un, il ne s'agit pas de monter en puissance dans l'administration publique, mais il faut monter en puissance dans la guerre contre le terrorisme. Et c'est ici que nous mettons un point final à la première convocation de la semaine. Je rappelle que le coordonnateur du mouvement Sens, Maître Guy Hervé Cam, était notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Avec lui, il a été question de la situation nationale, notamment la rencontre entre les anciens chefs d'État, ainsi que la suite du processus de réconciliation nationale. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci également aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous qui l'avez suivi ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Merci à l'équipe technique à la radio comme à la télé et restez fidèles au programme de True TV et Watt FM.